Le pouvoir, pour moi, ce n'est pas un pouvoir de jouissance, c'est les obligations. Comment utiliser le pouvoir pour changer les conditions de vie des gens? Combien d'opposants africains ont pu rester opposants même 20 ans sans aller à la soupe? Le film que vous allez voir a été réalisé peu avant la chute de cet homme d'État atypique, obstiné et qui ne laisse personne indifférent, dont l'itinéraire hors du commun s'apparente à un parcours du combattant. Resté depuis inédit, ce portrait total d'Alpha Condé se devait d'être enfin diffusé à titre de document pour l'histoire de la Guinée et celle de l'Afrique. Aux pressions américaines et européennes se sont jointes celles des députés guinéens et de journaux indépendants comme le Lynx et la Lance. Le président Conté, acculé, ne pouvait que reculer. Considérablement amaigri par l'épreuve, Alpha Condé est épuisé, mais plus déterminé que jamais à renouer les fils de son destin. Après une longue tournée de remerciements auprès de ceux qui l'ont soutenu, Alpha Condé, qui ne lâche jamais, revient à Conakry pour préparer l'échéance présidentielle de décembre 2003. Mais encore une fois, le verdict est connu d'avance. Alpha Condé prend alors la décision de se retirer de la course. Résultat, le président Lansana Conté est réélu avec un score indicible de 98% des voix. Un triomphe usurpé qui est pour lui le début de la fin. Malade, il est incapable de faire face à la frénésie prédatrice de ses collaborateurs qui mettent le pays en coupe réglée et il envoie l'armée mater dans le sang les manifestations syndicales de février 2007. Le 22 décembre 2008, Lansana Conté, ancien sous-officier de l'armée coloniale française, meurt après 24 ans d'un règne calamiteux. On va revenir un petit peu sur vos relations avec Lansana Conté. Apparemment, vous ne l'avez vu qu'une seule fois aux funérailles de sa mère. Lorsqu'il a perdu sa mère, nous sommes musulmans, j'ai estimé qu'il était de mon devoir d'aller présenter les condoléances. Donc il a été très correct. Quand je suis arrivé, il n'avait pas commencé encore. Dès que je suis arrivé, il a dit de commencer les condoléances et je suis le premier qui soit... Mais il y a une scène extraordinaire. Quand je suis arrivé, aucun ministre ne m'a approché. J'étais comme le pestiféré. Mais dès que Conté a demandé qu'on commence et qu'il m'a reçu le premier pour présenter les condoléances, tous sont venus vers moi maintenant. J'ai dit, vous voyez, la Guinée, c'est ça la Guinée. Mais dès que j'ai fini, j'ai pris ma voiture, je suis parti. C'est la seule fois où j'ai rencontré le président Conté. Il y avait une légende qui disait qu'il perdrait son pouvoir le jour où vos yeux se croiseraient. Oh, mais ça, c'est vous savez, ça, c'est le mysticisme en Guinée. Bon. Ces réalités mystiques qui entourent le pouvoir en Guinée, vous y croyez ou vous n'y croyez pas? Vous faites Vous avec? savez, moi, je crois en Dieu et je crois au sacrifice parce que ça fait partie des obligations des musulmans. Le sacrifice, c'est quoi? C'est donner aux pauvres. Mais je ne suis pas dans le mysticisme. Écoutez, je suis récent. J'ai vécu les 3 quarts de ma vie en Europe. Est-ce qu'à Paris, est-ce que j'avais un marabout? Non. Quelques heures après le décès du président Lansana Conté, un capitaine parachutiste de 44 ans, Moussa Dadis Camara, surgit à la télévision pour annoncer sa prise du pouvoir. On n'est pas des politiciens. On est des hommes directs, des hommes francs, des hommes qui sont en contact avec le peuple, avec le bas peuple. Son discours populiste et sa promesse d'organiser des élections démocratiques font long feu lorsqu'il annonce son intention de se présenter à la présidentielle de décembre 2010. Face à ce militaire aussi fantasque qu'incontrôlable, l'opposition se restructure et s'unit. Elle organise le 28 septembre 2009 un meeting dans le plus grand stade de la capitale. Meeting brusquement interrompu par des militaires qui tirent à balles réelles et se livrent à une centaine de viols. On relèvera 156 morts et 1 millier de blessés. Absent de Guinée ce jour-là, Alpha Condé condamne fermement ce massacre. L'ONU parle de crimes contre l'humanité et la junte au pouvoir se déchire. Suite à ce drame, le 3 décembre 2009, Moussa Dadis Camara est victime d'une tentative d'assassinat et il est grièvement blessé. Le général Sekouba Konaté, alors ministre de la Défense, lui succède pour une période de transition de 11 mois qui, cette fois, sera respectée. Pour la première fois depuis l'indépendance en 1958, les Guinéens vont pouvoir choisir démocratiquement leur chef d'État. Le 7 novembre 2010, après 2 scrutins difficiles et grâce à des ralliements entre les 2 tours, Alpha Condé l'emporte avec plus de 52% des voix face à Cellou Dalein Diallo. Moment d'émotion et de gravité.
Après 40 ans de combats politiques, d'exil et de prison, celui que l'on surnommait l'éternel opposant passe enfin de l'autre côté du miroir. Quand on a dit le RPG, Alpha Condé a gagné, j'ai sauté. Tous les gens qui étaient là, les gens, tout Cancan était venu chez moi. Mais c'était extraordinaire. C'était une scène que je ne peux même pas décrire. Vous êtes élu. Quelle est votre première pensée, votre première réaction lorsque vous apprenez que vous êtes président de la Guinée, après un si long parcours, un si long combat? J'ai vu surtout les défis qui étaient devant moi. Et tout de suite, j'ai demandé à Kassory, j'ai dit au Claude Kassory, on va faire venir le Fonds monétaire pour connaître la situation réelle. Parce que la Guinée n'avait jamais pu terminer un programme avec le Fonds monétaire. On n'avait même pas de programme. Tout le programme a échoué. Attendez, tous les chefs d'État, tous les candidats, quand ils apprennent qu'ils sont élus, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont heureux. Certains sablent le champagne, d'autres font la fête, au Fouquet. Bref, moi, ma préoccupation, c'est de savoir rien. De quelle situation j'ai hérité, comment je vais faire. C'est ça tout de suite qui vous préoccupe. Moi, je me suis battu. Vous savez, moi, je pouvais mourir sans devenir président. Je n'ai jamais changé. Vous savez, il y a beaucoup d'opposants. Au bout de quelques années, ils sont fatigués, moi, la soupe. Moi, j'ai dit que tant que je n'arrive pas à un moment où je peux appliquer mon programme, je reste opposant. Combien d'opposants africains ont pu rester opposants même 20 ans sans aller à la soupe? Bon, Mandela, oui, parce qu'il était en prison. Moi, j'ai été opposant 45 ans et je n'ai jamais varié d'un point. J'ai dit, tant que je n'arrive pas à être en mesure d'appliquer mon programme, je n'irai pas. Donc, j'étais prêt à être opposant 50 ans, et même s'il faut mourir sans être président, non, j'étais prêt, parce qu'il fallait que je reste fidèle à mes engagements. Je me suis battu pour ces engagements, je ne peux pas faire de compromission. Je peux faire des compromis politiques, mais pas des compromissions. Oui, mais quand on est président, tout de suite, le protocole change. Vous savez que moi, je n'ai jamais été protocolaire, vous le savez très bien. Et puis, je n'ai pas voulu habiter le palais, j'habitais chez moi. Je n'ai pas déménagé au palais, j'ai refusé. J'habitais chez moi à Kipé. C'est lorsqu'il y a eu l'attentat contre moi que j'ai déménagé à la présidence. C'est-à-dire, la présidence, ça ne change rien dans mes habitudes. J'ai resté chez moi à Kipé, je vivais de la même façon. Ça ne vous a pas tourné la tête? Non, mais pourquoi voulez-vous? C'est-à-dire, le pouvoir, pour moi, ce n'est pas un pouvoir de jouissance, c'est les obligations. Comment utiliser le pouvoir pour changer les conditions de vie des gens? Nul vertige ne saisit le professeur Alpha Condé lorsqu'il accède au pouvoir. D'abord parce qu'il s'y prépare depuis des années, ensuite parce qu'il est encore en deuil de son frère Malik, si important à ses yeux, décédé 5 jours avant son investiture. Enfin parce qu'il hérite d'un pays saigné à blanc par des décennies de malgouvernance. Sur tous les plans, économiques, social, psychologiques, la situation de la Guinée est désastreuse. Et comme si ce constat en forme de dépôt de bilan ne suffisait pas, il lui faut faire face à une tentative d'assassinat menée par des soldats perdus en juillet 2011, puis à la terrible épidémie d'Ebola qui paralyse le pays pendant plus de 2 ans. Vous arrivez donc au pouvoir à Conakry et vous dites « Je trouve un pays, mais je n'ai pas trouvé un État ». J'ai hérité d'un pays, pas d'un État. L'État, ça veut dire une armée, des forces de l'ordre, c'est-à-dire des forces de l'ordre, armée, police, gendarmerie, une administration et une justice. Or, vous savez, lorsque je suis arrivé, ce qu'était l'armée guinéenne, tous les ans, les militaires changeaient de grade tous les ans. Il y avait des chars dans les rues. Donc, avec l'accompagnement des Nations Unies et de la France, avec le général Clément Bollé, à l'époque du Quai d'Orsay, nous avons donc entamé, qui nous a amené non seulement à mettre 4000 militaires à la retraite, mais à créer aussi un système d'avancement, un tableau d'avancement, qui faisait des critères très précis parce qu'on avait des gens qui étaient colonels, qui n'avaient même pas le CAP, c'est-à-dire ce qu'il faut pour être caporal-chef. Et la réforme a été un succès parce que l'armée a accepté, même si pas facilement, mais l'armée a accepté, elle a été républicaine. Et le Clément Bollé a dit partout que ce n'est pas une réforme, c'est une révolution et que d'autres pays pouvaient prendre l'exemple.